Bonjour à tous. J'espère que vous avez envie d'avoir mal à la tête parce que c'est ça qu'on va se faire aujourd'hui. J'ai amené Volvi parce qu'on est en plein dans l'extension et quand on est en période d'extension, on se quitte pas en fait avec Volvi, on va pas se mentir. Non, mais Heu, ça faisait longtemps, on passait plus assez de temps ensemble, voilà, nos petits cœurs, de notre bromance était en train de souffrir. ça faisait Donc bien maintenant, on 5 passe du heures. temps. Ah oui! Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Avec Volvi, comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi un peu les histoires, à chaque extension, on review toutes les cartes. Et sans vouloir se jeter des fleurs, je pense que sur la scène française, on n'est pas loin d'être les meilleurs, sinon les meilleurs à ça. Pourquoi? Eh ben aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi en fait. Parce que je vais vous montrer comment personnellement je note une carte. Donc voilà, il y a plein de tableaux, il y a plein de trucs. Pour ceux qui ne le savent pas, mon vrai métier dans la vie, c'est consultant en stratégie. Donc c'est mon métier de faire des matrices pour juger un marché, pour juger un produit, pour juger une pénétration vis-à-vis de l'offre et de la demande. Et Volvi est un joueur de cartes depuis quoi, Volvi? Bien 20 ans? 15 ans? Oh, Voilà. putain, le pire, c'est que tu as dit 20 ans, j'allais dire non, pas vrai. Mais en fait, si. Oh bordel de merde, je suis Voilà, vieux. Oh! c'est et voilà et du coup, en fait, à nous 2, Volvi a une approche beaucoup plus de d'expérience, on va dire. Il juge parce que il sait qu'il a déjà joué à beaucoup de cartes et donc il a l'habitude des changements soudains de méta. Il a l'habitude des certaines mécaniques qui n'existent pas dans Hearthstone et qui des fois naissent. Et moi, c'est pour ça aussi que dans les vidéos on m'appelle le pragmatique. C'est parce que moi j'ai une approche très terre à terre et je note pas forcément une carte en fait. Je note un objet que je mets dans un environnement. Et donc je vais vous montrer comment je le fais maintenant. Sachant que quand on fait les reviews, évidemment, j'ai pas tout ça fait avant, etc. hein. C'est ce qui se passe dans ma tête à peu près. Et aujourd'hui, je vais vous le détailler. Voilà, alors comment ça marche? Déjà, toutes les cases de ces tableaux vont être remplies avec un nombre de 0 à 10. 10 étant la note parfaite et qui est une carte qui va définir le jeu sur cet aspect. 0 étant une carte qui, sur cet aspect, peut vous perdre un match. Voilà, typiquement, pour 8, on vous invoque une 1-1. Bon, bah dans la case statistique, 0. Parce que si la carte n'a pas d'effet, cette carte vous perd le match, si votre tour 8 est une 1-1. Volvi, validation. C'est validé. Merci. On va partir du principe qu'une carte qui est statée normalement a 5. Donc par exemple, pour 3, une 3-4 sans effet aura 5 en statistique et en effet. Parce qu'on s'attend à ce qu'un tour 3 soit une 3-4 sans effet. Donc elle a la note moyenne. Et ensuite, vous verrez qu'on va faire des petits trucs un peu rigolos. Voilà, Volvi a son Hearthstone d'ouvert avec la collection. Et c'est lui qui va faire. C'est lui l'archiviste de cette vidéo, un petit peu. Oui, là, comme vous voyez, je tiens à dire, je tiens mon rôle très à cœur et du coup, j'ai mis un monocle. Voilà. J'ai mis un monocle, ce con. Et évidemment, j'ai Et tu ne le noté. vois pas, Voilà. mais c'est totalement vrai. Voilà. Toutes notes et critères pris en compte sont évidemment subjectifs, c'est-à-dire que moi, je peux juger qu'une 3-4 pour 3, ça vaut 5 en termes de statistiques parce que c'est la moyenne, et il y a des gens qui vont peut-être juger que la moyenne est à 7. Et ils vont juger qu'une 3-4 pour 3, ça vaut 7. Voilà. Donc toutes les notes sont évidemment subjectives, et c'est pour ça d'ailleurs que deux joueurs peuvent juger totalement différemment une carte. Parce qu'ils estiment que les standards de Hearthstone ne sont peut-être pas les mêmes, et ils estiment peut-être que l'environnement n'est pas le même. Voilà. Oui, c'est ça. Le but, c'est pas de montrer que notre système Et mieux, est ultime et dit que nos analyses sont meilleures. C'est on vous que au montre quel moins est ce qu'on notre essaie, système. voilà, au moins ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir quelque chose de logique, d'avoir quelque chose de systématique. Voilà. Ça tombe bien parce qu'on fait un système. Voilà, c'est le bon mot. Donc voilà, on n'a pas envie de regarder les cartes et faire oui, Et voilà, non. On fait pas Tinder en fait quand on fait une review. Voilà. Euh, Donc l'idée, voilà, c'est voilà. peut-être qu'un joueur va plus value quelque chose, donc et la carte sera plus haute pour lui. Mais Et donc, j'espère qu'il aura on, fait les mêmes choses que nous. on va commencer par expliquer ce qu'il y a dans les tableaux avant de commencer. Donc, il y a 3 niveaux d'analyse. Le premier niveau, c'est le contexte général. On te donne une carte à poil, sans rien. Tu joues pas Hearthstone, on te donne une carte, on te dit est-ce que c'est fort. Et bien, tu vas juger sur 3 choses les statistiques qu'elle a pour son coup, les synergies qu'elle peut avoir. Donc, on est déjà un peu dans un environnement. Mais bon, voilà, tu vois une statistique, tu dis est-ce que le dragon c'est fort, c'est pas fort, la synergie, etc. Et l'effet de la carte, le texte. Ok. Ça nous donne la note moyenne de la carte dans le contexte général. Mettons, on vous donne actuellement dans Hearthstone pour 3, une 5-5 sans tribe, sans texte. Statistique, vous lui mettez 9 ou 10. Synergie, 5. Effet, 5. Bon, ben, la note moyenne de cette carte, ce sera du coup 20 sur 30.
Et ben 20 sur 30, vous comparez avec tous les autres tours 3 du jeu, et si 20 sur 30 c'est votre meilleure note, bon bah voilà, c'est le meilleur tour 3 du jeu. Jusque là, Volvi, est-ce que je t'ai perdu puisque tu es mon cobaye? Non, tu ne m'as pas perdu. Voilà, donc ça pour l'instant c'est facile, c'est le niveau d'analyse le plus basique, et ça permet juste de savoir est-ce qu'une carte est forte ou pas. Voilà, c'est quand on vous dit cette carte est forte, elle est pas forte, voilà, on vous donne une carte, forte ou pas forte. Ensuite on la met dans son environnement, dans le metagame. Donc, les pourcentages que j'ai mis dans le tableau sont les pourcentages actuels. Peut-être ça va changer. Actuellement, le méta, il y a 40% de deck aggro, 40% de deck midrange et 20% de deck contrôle, à peu près. J'ai pas fait des pourcentages à virgule et des trucs, j'ai mis des grosses dizaines. Hein. Oui, mais c'est à peu près grosso merdo ça. Voilà. Donc, est-ce que cette carte, elle va être forte contre aggro, forte contre midrange ou forte contre contrôle? Si elle est forte contre les trois, eh ben, sa note de metagame, ça va être absolument insane. Si elle est forte contre aggro, eh ben, mettons qu'elle a 10 en aggro, et 0 en midrange, 0 en contrôle. Elle aura 10 fois 40%, plus 0 fois 40%, plus 20, plus 0 fois 20%. Voilà, et après on fait la moyenne des 3, et vous avez sa note sur 10. Vous faites x3, vous l'avez sur 30. Et le dernier niveau d'analyse, d'ailleurs Volvi c'est bon, deuxième niveau, j'ai oublié un truc. On est bon. Attention les gens, c'est des maths, faut quand même s'accrocher un petit peu. Voilà. Hein, mais en même temps, Hearthstone c'est des maths. C'est un mec qui vous parle alors que les maths, j'ai pas dépassé 5 de moyenne au lycée. Hein. Et la dernière niveau d'analyse, et ça c'est le niveau d'analyse le plus compliqué à mes yeux, c'est ce que je vais appeler le targeting. Quand vous jouez un deck, vous cherchez à battre quelque chose. Et donc, votre carte doit être forte. Et après, vous faites exactement la même chose qu'avec le metagame. Ma cible, elle représente combien du metagame? Voilà, quand je joue contre ma cible, mettons, c'est une carte que je veux battre Guerrier Pirate. Donc je mets cette carte dans le deck, et Guerrier Pirate représente 35% du metagame. Contre Guerrier Pirate, cette carte, elle vaut quoi? J'en sais rien, par exemple, on prend Maelstrom Portal. Contre Guerrier Pirate, Maelstrom Portal, ça vaut bien 8. C'est très fort comme carte contre Guerrier Pirate. Donc, dans 35% des cas, elle vaut 8. Contre une cible similaire, qu'est-ce qui est similaire à Guerrier Pirate? Shaman Face. Contre Shaman Face, c'est pas aussi fort que Guerrier, parce que ces créatures sont un peu plus solides en début de match, mais avec un dégât des sorts, ça fait des trucs. Ok, c'est plus un 8, c'est un 6. Donc dans 30% des cas, elle vaut 6. Contre une cible différente, Renolock. Maelstrom Portable contre Renolock, c'est dégueulasse. Tu payes 2 pour avoir un tour 1, à peu près. Dans 80% des cas, je dirais. Donc elle va valoir 2 ou 3. Et donc je vais faire la même chose. J'ai un 8 x 35%, un 6 x 30% et un 3 x 35%. Je fais la moyenne de ces 3 notes, j'ai ma note de targeting. Et ensuite je fais la moyenne des 3 notes et j'ai ma note globale pour la carte. Voilà. Si je peux ajouter un. On parle que de créatures, il y a les sorts à faire après. Oui, mais si je peux ajouter juste un petit truc à la note de targeting, c'est que c'est une note qui peut aussi évoluer, qui a un delta en fonction du méta et de l'environnement les dans lequel pourcentages que vous allez j'ai mis jouer. sont totalement au pif, hein. C'est juste pour montrer le système. Oui, voilà. Par exemple, si vous allez en tournoi, peut-être que le pourcentage contre la cible, il va exploser. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que une carte, c'est ici qu'on va donner une valeur à une carte différente en fonction de si on veut jouer en ladder, si on veut jouer en tournoi conquête ou si on veut jouer en tournoi KOTH. Voilà, par car exemple. La valeur d'une carte change énormément selon le format dans lequel tu vas la jouer. Voilà. Maintenant pour les sorts. Alors je réexplique pas les pourcentages, etc. C'est les mêmes principes, on a juste changé certaines catégories. Un sort, on ne va pas le juger sur ses statistiques. Il n'en a pas. Donc la première chose que tu fais quand on te donne un sort, tu lis ce qu'il fait. Donc son effet. Jusque là, je pense que c'est ce que fait tout le monde. Enfin moi personnellement, c'est ce que j'ai toujours fait avec n'importe quelle carte. Volvi, toi qui as joué depuis plus longtemps. Oui, non mais oui. C'est la première chose. Si tu fais pas ça derrière, bah. Non, mais tu peux regarder. Quand t'as 12 ans, enfin quand t'as 12 ans, quand t'as 7 ou 8 ans, tu joues aux cartes, des fois tu regardes les illustrations, et parce que comme sur ta carte il y a Dracofeu que tu préfères Dracofeu, bah tu le mets. Mais sinon, quand t'es un vrai joueur de cartes, normalement c'est ce que tu fais en premier. Hein. Voilà. Ensuite, la synergie. Il y a des sorts qui synergisent très bien avec certains decks ou avec certaines stratégies. Et des sorts qui synergisent. Par exemple, Ice Block est très fort en Mage Freeze, mais est absolument dégueulasse en Mage Murloc. Voilà. Pas de Mage Murloc, mais le but c'est de montrer que ça casse. Et ensuite, on va faire la value théorique. C'est-à-dire le coût fois l'effet. Parce que t'as vu le texte est super sexy, puis tu lis la carte, tu fais elle coûte 12. Mais dans Hearthstone, on peut aller que jusqu'à 10. Donc en fait, cet effet n'existe pas. Ouais, bon bah 0. Bon, c'était un exemple un peu débile. Et inversement, si Boule de Feu coûtait 1, sa valeur théorique serait à 14 à peu près sur 10. Oui, si Boule de Feu coûtait 1, mon oncle aurait des seins. Et 2 titres de champion du monde. Bien entendu. Voilà, après pour le metagame c'est la même chose, sauf qu'on juge pas la même chose. C'est-à-dire pour une créature on va juger sa capacité à se faire virer.
Donc dans un méta aggro, il y a peu de removal, donc les créatures solides auront plus de valeur. Dans un méta midrange, il y aura des removals de tempo, donc ça va pas être du hard removal, ça va être des removals de dégâts, par exemple des cartes comme balayage, des cartes comme colère, android, des choses comme ça. Donc c'est une carte qui, si elle est sensible au removal de dégâts, va être mauvaise, mais si elle est très solide et qu'il y a besoin d'un hard remove, va être très forte. Et en contrôle, par contre, c'est du hard remove, c'est ta carte elle est morte, on s'en fout complètement des stats. Sur un sort, c'est différent. Dans un méta aggro, ton sort, on a besoin qu'il soit réactif. Voilà, tu peux pas te permettre de jouer par exemple dans un méta aggro Grimoire du Kabbaliste. Pourquoi? Parce que Grimoire du Kabbaliste ne fait rien le tour où tu le joues. En tout cas, si tu le joues à 5 mana. Donc, Voilà, de toute façon, comment ça s'appelle les sorts de base, c'est beaucoup plus dur à noter et à évoluer et à évaluer. clairement. Tout simplement parce que dans Hearthstone, les sorts sont 95% du temps. Alors oui, il y a un deck qui gagne avec des sorts et c'est Mage Freeze. Mais c'est à peu près le seul qui gagne vraiment avec les sorts. Où les sorts, c'est ce qui permet de tuer. Contrairement à des jeux comme Magic où tu as des centaines de millions de jeux rouges qui ne gagnent qu'avec les sorts. Mais dans Hearthstone, j'allais dire dans World of Warcraft, dans Hearthstone, les sorts ne sont que les sorts ne sont que réactifs en un sens. Les créatures sont la base du jeu. C'est un jeu de trade de créatures. Ils ont toujours voulu que ce soit comme ça et c'est le jeu. Donc les sorts, c'est plus dur à gérer, à juger tout simplement parce que c'est souvent des choses qui sont réactifs, des choses qui ne peuvent être jouées que dans un contexte. C'est pas des créatures, ça va pas vous permettre de prendre un board. Il y a beaucoup moins de points objectifs et simples, comme l'attaque, les PV ou est-ce que le sort il a un tribe. Voilà, il n'y a pas ça Oui. sur un sort. Ah, j'ai pas la notion. Je sais ce que je veux mettre, mais C'est perdu. non, en fait, c'est parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai jugé la créature qu'en fonction de si elle peut se faire enlever, mais j'ai pas jugé en fonction de s'il y avait un board. Oui, mais ça après voilà, c'est Bah, je vais peu appeler tu ça peux mettre. le stat strong. J'expliquerai sur le moment. Et du coup, le sort, donc je finis. Les sorts midrange, donc on a besoin de sorts qui créent du tempo. On n'a pas besoin forcément qu'il soit réactif, mais on a besoin que le sort, il ait un impact assez fort sur le match. Il crée du tempo. Par exemple, boule de feu, ça coûte 4, mais ça peut aller éliminer jusqu'à des tours 5 et certains tours 6. J'ai payé 4, j'ai enlevé du 6 dans un méta midrange. Tempo, je suis content. Bon sort. Voilà, pour donner un exemple. Et dans un méta contrôle, on a besoin de sorts qui créent de la value. On te laisse du temps, on a besoin que ton sort. Voilà, par exemple, dans un méta contrôle, projectile des arcanes, la carte qui pour 1 fait 3 dégâts au hasard, ne sert à rien. Voilà, c'est mauvais comme carte toute seule. Pourquoi? Parce que y a rien à tuer en début de match, donc déjà ça va toujours aller tête. Parce qu'un deck contrôle s'en fiche probablement de prendre 3 dégâts dans la tête au début du match. Voilà. En revanche, là, un sort que au début contre aggro était mauvais, Grimoire du Kabbaliste. Là, en méta contrôle, il est bien. Parce que d'un coup, au lieu de jouer avec 30 cartes, je joue avec 32. Ok, j'en ai pas choisi 3, mais je joue avec plus de cartes. Donc c'est mieux pour une guerre de value. Voilà, c'est exactement ça. C'est que la différence, c'est que ton deck, quand tu mets des petites créatures dans ton deck, c'est pour dicter le flow de la partie et dire que tu veux que ce soit agressif. Quand tu mets des petits sorts, c'est pour répondre au fait que va falloir que tu répondes à l'agression, souvent. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien séparer les deux quand tu fais une analyse. Un sort ne s'analyse pas de la même manière qu'une créature. Donc, maintenant on va commencer, puisqu'on a expliqué comment ça marchait, que ça a pris 15 minutes. Volvi, une créature s'il te plaît, n'importe laquelle. Une créature, eh bien écoute, je vais t'offrir Qu'est-ce que je vais t'offrir comme créature? Le Jawad Mako, la 1-1 pour 1 de la nouvelle extension, qui est une bête et qui a en Battle Cry rajoute une bête random à ta main. C'est le perroquet. Ouais. Vous voyez, je lui donne des cartes de la nouvelle extension, forcément, parce que c'est plus rigolo. Tant qu'à faire. Alors, hop, donc on la note, voilà. Donc là, on a la carte, je vais pas le noter à chaque fois, c'est la carte, hein, on s'en fiche. Donc, en termes de statistiques, 1-1 pour 1, les meilleurs stats d'un tour 1 c'est 2-3 maintenant avec la nouvelle extension. Oui. Voilà, oui, donc, oui. donc, déjà, on sait que cette carte n'a pas 10, parce que le 10 c'est 2-3.
Ok, si on prend un truc bête, 2-3, ça fait 5, 1-1, ça fait 2, donc logiquement, cette carte n'a même pas la moyenne. La logique d'une carte tour 1, c'est 1-2 ou 2-1, sachant que 1-2 est légèrement meilleur à 2-1. Donc on peut estimer que 1-2 ça vaut 6 et que 2-1 ça vaut 4,5, 5. Donc 1-1, je pense qu'en statistique, je le mets à 3 pour un tour 1. Voilà, Oui, c'est. quelque chose comme ça. On est assez d'accord, c'est mauvais, mais. Synergie. Alors, c'est une bête. Déjà, il y a un tribe, pas mal. Ensuite, génère une bête random. Donc ça va encore plus dans les bêtes. Donc, la synergie avec les bêtes, elle est évidemment apparente. Actuellement, la synergie bête est pas très forte. Est-ce que dans l'extension, je vais en avoir besoin? J'ai une carte comme Stampede qui donne de la valeur au Macao. J'ai une carte comme la 3-5 qui va générer des tours 1 qui donne de la valeur à cette synergie. J'ai un maître chien qui lui donne de la valeur. J'ai Kourou Bestial qui donne plus 2 d'attaque et la rend insensible pour un tour, qui peut éventuellement donner de la valeur. Avec la nouvelle quête, j'ai une synergie. J'ai une synergie avec le loup qui donne plus 1 au bête, qui a lui-même une synergie avec la quête. Donc quand même des synergies, j'en trouve quelques-unes. Donc je pense T'as que oublié je peux de parler de Horde de tuer. la synergie horde de tuer, suffisante. voilà, la synergie horde de tuer. Donc je pense que en termes de synergie, elle est au-dessus de la moyenne étant une synergie un peu bancale. Donc je pense qu'en termes de synergie, on peut lui mettre un 7 ou un 8. Oh oui, je pense que je suis assez d'accord avec Allez, toi. Moi, je te dirais même 7,5. 7,5. 7,5. Allez. Allez. Effet. Génère une bête aléatoire. Alors déjà, Alors ça, alors cet effet il est intéressant. c'est le plus dur parce à que noter. voilà, cet effet est Il y a marqué intéressant parce que aléatoire. Merci bah Volvi. et bah voilà. Et en plus, c'est un effet. Cette carte n'a pas le même effet aujourd'hui qu'à la prochaine extension, qu'à la prochaine extension et qu'à la prochaine extension. Big up à tous. Donc, génère une bête aléatoire. Bon, heureusement déjà c'est une bête. Donc en termes d'effet, je sais que dans cet effet je vais retrouver quasiment la même synergie. Donc déjà ça peut influencer un petit peu. Ensuite, c'est un effet tour 1. Normalement, plus l'effet est tôt et mieux c'est. Parce que je peux arbitrer la bête beaucoup mieux que si c'était un tour 8 et du coup que j'étais un peu... Ah, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Donc déjà ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. L'effet arrive tôt. Ensuite, avoir des cartes en main en chasseur, c'est pas mal. Je suis dans une classe qui n'a pas beaucoup de pioches. Donc ça, une génération de cartes en chasseur, je suis pas mécontent. En plus, c'est une bête, donc on sait jamais. Ensuite, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas fait parce que j'étais pas au courant que j'allais avoir cette carte. Il faudrait que je calcule absolument toutes les bêtes. Et que je sache du coup les pourcentages d'avoir une bonne bête, une mauvaise bête, une bête qui synergise avec le deck, etc. Et ça, je peux pas le faire. Donc, comme on a un effet qui est ok avec la classe, mais dont je ne sais pas si la bête en elle-même sera forte, je propose qu'on lui mette 6, un petit peu au-dessus de la moyenne. Oui. Qu'en penses-tu? Je suis assez d'accord. Voilà. Donc maintenant, ma note moyenne, ça va être 6. Je bufferai peut-être un petit peu l'effet tout simplement parce que c'est quand même un effet qui donne une carte. Tiens, pour pas, Donc allez, un effet pour pas avoir, pioche. pour pas avoir une virgule, comme ça, je mets 6,5 et ça me fait 17. Voilà, un effet pioche, entre guillemets, et un effet pioche pour un T1, c'est vachement bien. Parce Voilà. que les effets pioche, c'est coûte cher. Donc j'ai une carte qui en note moyenne vaut 17 sur 30. 15, c'est la moyenne. Donc à partir de 15, on dit que c'est une carte correcte. Donc on va dire que c'est une carte... Pour l'instant, si on me donnait la carte comme ça, voilà, on dirait que c'est une carte qui est entre correcte et 20, c'est solide. À partir de 25, on commence à être dans les cartes complètement pétées. C'est ça, oui. Donc on est dans une carte qui est entre correcte et solide. À peu près. Juste comme ça, hein, juste, pour l'instant on a juste vu la carte, on sait pas dans quoi on joue, on sait pas contre qui on joue, voilà, on lance. Ok, maintenant, on la met dans un metagame. Donc, contre aggro, ça a peu de removal et l'adversaire a beaucoup d'early. Contre aggro, une 1-1, est-ce que je suis content? Je regarde les decks actuels, guerrier pirate une 1-1, il lui met un coup d'arme, donc c'est assez mauvais. Zo une 1-1, il la regarde et il rigole parce que la moitié de ses tourins sont des 1-3. Shaman, c'est tour 1, c'est des 1-3, donc il s'en fiche aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme deck aggro Volvi? Ça, ok, bah, si tu joues contre un autre chasseur quête aggro, c'est 50-50, j'imagine. Et encore, non, parce que comme c'est un mauvais tour 1 en termes de statistiques, il y a plus de chances que le tour 1 de ton adversaire ait de meilleures stats que toi. Donc contre aggro, je dirais que cette carte est majoritairement mauvaise. Ce qui, je pense, va lui valoir un peu comme ça en statistique un 3. Au moins c'est un tour 1, au moins t'as un truc à jouer contre aggro. Mais t'as sûrement un truc à jouer qui ne va pas faire un pour 1.
Volvi, qu'en penses-tu? C'est ça, c'est... Donc 3. Contre du midrange. Contre du midrange, là le problème c'est qu'une 1-1 pour 1 contre du midrange, c'est de la merde. Complètement. Ça ne sert à rien quasiment, on va dire. Le problème c'est que là, ce qui lui donne sa valeur contre le midrange, c'est si elle me donne elle-même une carte midrange. Voilà, mettons, si cette carte me donne une grande crinière des savanes, bon bah le deck midrange par excellence c'est Druid à mon sens. Druid Jade est le deck midrange par excellence en ce moment, je pense. J'en vois pas d'autres qui sont meilleurs que lui. Parce que je mets pas voleur miracle en midrange en fait. C'est surtout pour ça. Oui, après, depuis le nerf, Shaman Jade, en soi, c'est un midrange. Oui, mais en ce moment c'est Shaman Face qui est dominant. Oui, ça dépend. Je suis Oui, pas d'accord. totalement convaincu, peut-être, mais D'accord, oui. bah alors on va prendre Shaman Jade et Druid Jade. La meilleure carte midrange du chasseur, c'est Grande Crinière. C'est exceptionnel contre Druid. S'il y a X, c'est une catastrophe contre Shaman. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme bonne carte? Là, pareil, j'ai pas fait le niveau. Donc, contre midrange, une 1-1, c'est une catastrophe. Donc, déjà, elle va être notrée entre 5 et 0, je pense. Après, c'est en fonction de Je, l'effet. je, Tu vois, et là, vous voyez le moment où, effectivement, il peut y avoir des discussions. On Très a un subjectif, système, mais c'est le but. on peut ne pas être d'accord. C'est que, moi, par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup il y a beaucoup dans le metagame de 1-1, de 1-1 avec des effets Tour 1, divers. tu veux dire? Par exemple, t'as Babbling Book. C'est vrai. Babbling Book, cette carte, bah, ça répond à Babbling Book. Ça répond C'est au exact. pirate tour 1. En dehors de Ça guerrier pirate, répond. ça répond à Patchis, ça tue Patchis. Ça tue pas de cheese. Ça Ok. fait quelque chose contre des petits terrains D'accord, qui sont à donc, droite à gauche. d'accord, donc on peut éventuellement lui mettre 5 contre midrange. C'est peut-être meilleur Voilà, contre midrange que contre aggro d'ailleurs. oui. C'est parce il y a beaucoup. On va lui mettre 5. T1 1-1, c'est le T1 avec un effet qu'ils mettent un peu dans toutes les classes et ça fait des choses différentes. Bah voilà, ça tuera. Tu vois, contre Zoo, ça peut tuer une partie d'un villageois. C'est pas ouf, pas invraisemblable, mais quand t'as l'effet à côté, c'est pas Ok. horrible en fait. Et Donc contre contrôle, je pense que de manière générale, contre contrôle, tous les effets de pioche sont bons. Donc déjà, c'est un très bon point pour cette carte. Le fait qu'elle soit tour 1, son body, on s'en fiche complètement, parce que c'est pas avec ça que tu vas battre un deck contrôle. De toute façon, c'est pas avec ton tour 1 que tu vas battre un deck contrôle. Si tu joues chasseur quête, le deck contrôle, tu joues pour le battre avec ta quête. Cette créature marche avec la quête, elle participe. Elle te donne peut-être une bête qui sera solide contre ce deck-là. Elle te met du board et donc elle force le deck contrôle à être un minimum réactif. À mon avis, il va s'en foutre, mais par exemple, si c'est un mage, t'as payé 1 de mana, t'as pioché une carte, t'as rempli 1/7 de ta quête, et le mage a utilisé 2 mana. Honnêtement, c'est bon deal. Le voleur, il a pris un PV. Il y a des deals comme ça qui sont ok contre des decks contrôle. oui, Donc je pense que sa meilleure note, c'est contre contrôle, justement. Je pense qu'on peut lui mettre un 6 ou un 7 contre contrôle. bah oui, effectivement, et ce sera de toute façon euh, une constante. Les T1, les stats sont de moins en moins importantes, plus le deck en face est lent. Plus le deck en face est lent, plus l'effet Du coup, on va lui importe mettre sur les 7. stats. Alors du coup, il a eu 3. Donc là, on va faire 3 fois 0.4. Ce qui nous fait, si je dis pas de conneries, 1,2. Ça va nous faire 5 fois 0.4, ce qui nous fait 2. Et là, on a 7 fois 0.2. Si je dis pas de bêtises, nous fait 1,4. Non. Si, 1,4. Je pense que c'est ça. Yep. Donc on a une carte qui vaut 4,6 sur 10. Légèrement en dessous de la moyenne. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce qu'avec 3, 5 et 7... Oui, mais c'est parce que le 3 vaut plus que le 7. Donc en fonction du metagame, on va voir déjà que là, dans le metagame actuel, on parle du metagame Gadgetzan, hein, parce que je ne peux pas juger sur le metagame Ngoro malheureusement, puisque je ne le connais pas. Mais je pense qu'il sera un peu comme ça. Peut-être que le midrange sera encore... Peut-être il y a 10% de l'aggro qui partira au contrôle ou quelque chose comme ça. Mais on voit voilà, que normalement, si tout était équilibré, si j'avais pas mis les pourcentages en dessous, cette carte vaudrait 5. Parce que 3 plus 5 plus 7, bah, ça fait 15. 15 sur 30, t'as la moyenne. Mais comme le méta contrôle est le moins développé et qu'il est aussi le plus important pour cette carte, et ben on se retrouve avec une carte qui est un petit peu sous-notée à cause de ça. Donc ces pourcentages, ils ont totalement du sens à ce niveau-là. On va le dire C'est encore une fois, ça. tu m'arrêtes si je dis une bêtise.
Et c'est exactement ce qu'on vous disait, c'est que tout évolue en fonction du metagame, en fonction de comment vous pouvez jouer une carte, et la manière de noter une carte évolue en fonction de là où Voilà. vous Donc, voulez la jouer. Si le méta ladder est ultra aggro, mais le méta tournoi est ultra contrôle, bah, la carte devient ultra plus forte en tournoi qu'en ladder. voilà. Et là, du coup, déjà, on se rend compte que on avait un 17 sur 30, on avait dit correct solide, avec 4,6 sur 10. Tiens, on va le rapporter sur 30 parce que comme ça, ce sera bien. 4,6 x 3, on est à 13,8 si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça. On est à 13,8 sur 30. Et du coup, eh ben, ça fait 30,8 sur 60. Donc d'un coup, on est déjà sur une carte qui était entre correct et solide, qui vient de tomber à juste correct pour l'instant. Juste parce qu'on a analysé le metagame. Et maintenant, on va analyser la cible. Donc, pour l'instant, on va partir du principe que je joue cette carte que dans Chasseur-Quête. Donc, Chasseur-Quête, qu'est-ce que je veux battre avec? Je veux battre un deck qui peut pas gérer ma 8-8, qui a des problèmes avec le board, et contre lequel je peux aller face sans trop me faire punir rapidement. Ce qui, je pense, correspond assez bien à la description de Druid. Oui. Donc, contre Druid, voilà, dans le cas ici, je vais même écrire Druid. C'est ma cible. Est-ce que j'ai des cibles similaires? Je pense que la classe, après Druid, qui a le plus de mal à répondre à ces critères, c'est Voleur. J'aurais bien dit Shaman, mais Shaman a Maléfice, donc ça change complètement la donne. Et il a des Volves aussi. Donc j'aurais dit Voleur en 2. Surtout que la meilleure réponse de Voleur à la 8-8, c'est de l'assommer, et celle-là, tu l'assommes pas, je pense. Tu me remets 15 Raptors dans le deck, et ton match, il est d'un coup beaucoup moins marrant. Donc contre une cible similaire, on a Voleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Démoniste pourrait répondre à ces critères, mais malheureusement, le problème, c'est que Démoniste, ça va être Zo. Et du coup, il y aura eu un démoniste midrange, je l'aurais bien mis, mais il n'y a pas de démoniste midrange actuellement. Peut-être qu'il y en aura un, mais pour l'instant, il n'y a pas. Donc je sais pas si c'est une cible similaire à Druid. Guerrier Dragon disparaît, donc malheureusement, c'est une cible qui n'existe plus non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme deck midrange? Prêtre Dragon, il disparaît aussi. Je crois qu'il n'y a que ces deux decks-là. On a Mage Tempo. On a Mage Tempo, voilà, contre une cible similaire, Voleur et Mage du coup. Et là, on écrit Tempo, parce que Mage Tempo et Mage Freeze, ce ne sont pas du tout les mêmes cibles. Et voilà, et contre une cible Mage différente... Tempo, ça va rester, hein. Je pense que rien qu'on a vu quelques decks... On a vu quelques decks avec la quête, etc. Ce sera plus le Mage Tempo historique, si j'ai envie de dire, voilà. avec les cartes comme Atis Flamme, etc. Mais il y aura toujours un Mage Tempo. Ce sera plus le même qu'avant, mais il y aura toujours un archétype qui s'approche en tout cas. Voilà. Du coup, j'ai mes cibles. Contre Druid, est-ce que cette carte elle est bien? Bon, premier truc qu'on a envie de dire, elle se fait Hero Power. Mais un 7ème de quête. Comme Druid, contre Druid, c'est ma quête qui me fait gagner. Un 7ème, ça donne de la valeur à cette carte. Ça, on peut pas lui reprocher. Un 7ème et faire perdre 2 points de mana et 2 points de mana. Faire perdre le T2 au Druid, t'es pas mécontent. Voilà. Ensuite, il y a l'occasionnelle fois où elle bullshit complètement le Druid et me donne Grande Crinière. Ça va pas arriver. Après, il y a quelques cartes. Je pense que Grande Crinière, Tigre de Stranglerons, même le Rhino peut être ok, parce que Rhino, quand tu vois un chasseur-quête, t'as envie de l'enlever. Le Rhino peut être ok, les bêtes poison peuvent être ok 3-3 aussi. Qui donne 2-1-1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, les bêtes qui ont toxicité, ça peut être une idée. Donc voilà, il y en a plein des nouvelles, notamment il y a l'escargot, il y a des choses comme ça. Donc contre la cible, on va dire qu'elle vaut... Voilà, je pense qu'on peut lui mettre 6. Elle est ok, elle est pas folle, mais j'échange un mana contre possiblement 2. Et si ça me donne une bonne bête, ça vaut 9. Voilà, quand ça me donne Grande Crinière Savane, ça vaut 8 ou 9. Quand ça me donne le sanglier 1-1 qui charge, ça vaut peut-être 3, donc on va mettre la note au milieu qui est 6. Ça me va. Voilà. Contre Voleur et Mage Tempo, même problème, ça coûte un mana. Contre Voleur, ça coûte un demi-mana, mais un PV. C'est pas exactement le même calcul. Contre Mage Tempo, c'est un mana, et maintenant qu'il n'y a plus Lattice Flamme, on peut imaginer que cette carte ne va pas se faire tuer gratuitement. Parce que on l'aurait jugé dans le méta Lattice Flamme, cette carte aurait perdu énormément de valeur contre Mage Tempo.
Oui, parce qu'elle allait crever sur. Tu poses des N'importe quel trucs. spell, en gros. Tchouf Donc, tchouf. contre voleur et mage tempo, est-ce que cette carte est bien? Les cartes qui sont fortes contre druide, rhino, crinière, etc. sont beaucoup moins fortes contre voleur et mage tempo qui ont beaucoup plus de facilité à les enlever. Voleur peut Oui. typiquement assommer ces cartes-là, que druide ne peut pas. Mage, pour peu qu'il ait récupéré une polymorphe, la grande crinière, tu fais la tronche. La boule de feu est très efficace contre le rhino. Donc je pense que ces decks-là ont plus de facilité à retirer les éventuelles bêtes qui pourraient donner. Et voleur, ça lui coûte moins cher de l'enlever parce que ça lui coûte qu'un demi-pouvoir héroïque. Je pense que le 1 PV est assez anecdotique. Et mage tempo, il a la Wyrm T1, donc tu lui annules pas forcément son T1, là où druide n'a pas de T1 qui peuvent trader cette carte efficacement. Donc je pense qu'elle vaut moins que, déjà elle vaut moins que 6 contre ces deux decks là. Oui, large. Donc la question maintenant c'est est-ce qu'elle vaut la moyenne? Je ne suis même pas sûr. Je pense pas, je pense Est-ce que que la on est plus quête- sur du 4. Voilà, la question c'est, contre druide la quête est phénoménale. Est-ce que la quête est aussi forte contre voleur et mage? Contre, Oui. bah, contre voleur j'aurais tendance à dire oui, contre mage, Flame Strike ça calme. Hein. Ça calme moyennement parce qu'en fait le principe de la quête. Ça perd pas le mage. Ça perd pas le mage. Le principe de la quête, c'est que tu vas forcer ton adversaire à avoir des zones et à les enchaîner parce que toi en fait ta mécanique, en tout cas dans le deck qu'on voit avec les Raptors, avec du Stampede et des choses comme ça, c'est que tu vas lui mettre des vagues et des vagues et des vagues dans la tête. Du coup, des fois, tu vas avoir des tours où tu vas avoir ton Terra full, et alors que tu auras pioché un Raptor, et peut-être que le tour d'après, tu en pioches un autre ou quoi, tu fais double Raptor, tu pioches deux cartes, et tu recommences. Le truc, c'est que c'est une classe qui, pareil, a ses zones tard. Flame Strike, tu peux pas en jouer 12 dans un deck. Ouais, mais potion volcanique. Voilà, c'est. Du coup, je pense que contre voleur et mal. Et puis contre voleur aussi, il a éventé le couteau qui vide cette carte. Et comme t'as beaucoup de tours, éventer le couteau va être extrêmement fort contre ce deck. Avant Ouais, la mais il a quête. que ça, par contre. Après, voilà, il a que ça. Donc je pense que cette carte est plus proche du 4 que du 5. Donc je pense qu'on lui met 4 contre voleur et mage. Oui, allez. Et s'il n'y avait pas la quête, elle vaudrait 2,5 ou 3, mais parce qu'elle remplit la quête, elle monte à 4. Oui. Contre une cible différente. Guerrier contrôle, prêtre, quête. C'est des decks contrôle. Bon, j'ai fait exprès de prendre des decks contrôle pour lui donner un minimum de valeur, parce que sinon cette carte aurait valu 0 et c'était absolument pas intéressant pour l'analyse. Le body ne vaut absolument rien contre ces decks-là. On est d'accord, ils s'en foutent complètement d'une 1-1. On va donner un demi-point pour les fois où ça bullshit et ça donne une excellente créature contre un deck contrôle. Parce qu'avec la quantité de petites bêtes, il y a beaucoup plus de chances que ça donne une bête qui n'est pas très forte contre ces decks-là. Donc on va dire que déjà 0,5 pour le bullshit. On peut redonner 0,5 pour le fait que ça donne une carte qui est très forte contre ces decks-là. Oui. Donc on lui donne 1 déjà. Ensuite, contre ces decks-là, la quête, je la trouve moins forte que contre les autres decks, parce qu'ils ont beaucoup plus de réponses pour la gérer. Du coup, je pense que la note de cette carte contre une cible différente, ça va être quelque chose comme 2 ou 2,5. Oui, c'est à peu près ça. On va lui mettre 2, comme ça on a 6, 4 et 2. Et du coup, sa note finale en targeting, donc on a 6 fois 35, ce qui m'embête vachement, parce que j'aurais fait 33, j'aurais divisé par 3. Je vais faire 33, vous m'excuserez, je vais mettre 33 partout. C'est beaucoup plus simple pour mes calculs. Voilà, je suis désolé, mais j'ai pas du tout envie de faire du fois du 0,35 là tout de suite. Donc 6 fois 0.33, ça fait 2. 4 fois 0.33. 4 divisé par 3, ça fait un chiffre à virgule. Ça fait 1,33. Ça fait 1,33, 1,33, 1,33, 2,66. Oui, ça fait 1,33. Merci Volvi. Et 2, j'imagine, ça fait 0,66. C'est ça. Voilà. Bon, on a deux nombres infinis, c'est pas grave. Et du coup, cette quête, elle vaut 4. Du coup, vu que j'ai mis un truc pareil, 4 sur 10. Donc 12 sur 30. Donc on peut voir déjà qu'au fur et à mesure qu'on rajoute des niveaux d'analyse, cette carte est de moins en moins bien. Parce qu'à chaque niveau, elle a baissé en note. Et du coup, elle est passée de correct solide à juste correct à un tout petit peu moins bien que correct. Voilà, le truc,
C'est que. Et du coup, on a la note finale à la fin, qui va du coup. Alors, je vous mets pas les pourcentages, voilà. Il y a des. On peut encore rajouter un niveau qui on met un pourcentage au contexte, un pourcentage au metagame, un pourcentage au targeting. On va pas le faire parce que comme on connaît pas le méta, ça n'a absolument aucun sens. Mais il y a des Voilà. cartes, voilà, par exemple, une carte débile, mais la 7-7 du chaman, dans un méta où il n'y a aucune carte pour 4, par exemple, avant que la Black Crystal Potion sorte, la 7-7 du chaman dans un méta Renolock, qui était incapable de la vider avant le tour 6, et ben le coefficient metagame aurait été scandaleux. Ça aurait peut-être été 80%. Pour donner un Oui, c'est exemple, ça. si vous voulez aller plus loin dans l'analyse. Donc là, on va avoir 17 plus 13,8 plus 12, qui va être égal à 30,8, donc 42,8, sur 90. Et on peut donc voir que cette carte n'a pas la moyenne. Ce qui en fait une carte qui n'est pas mauvaise, parce qu'elle n'est pas loin de la moyenne, mais une carte qui a besoin d'aide, et notamment on pense à la quête du chasseur, pour exister. Alors, le truc, c'est que il faut là comme ça, vous allez vous dire, mais Volvi Eden, mais vous dites de la merde, parce que quand vous avez analysé la carte dans vos reviews, vous avez dit qu'elle était bien, alors que là, vous dites qu'elle est pas bien, parce qu'elle est en dessous de la moyenne. Oui, jeune Padawan, mais Den a pas signifié quelque chose et je vais vous le signifier. Un tour 1, parce que là, on parle d'un tour 1, un tour 1 ne peut être une carte très très forte, très au-dessus de la moyenne, que si ses stats sont tellement puissantes qu'il va permettre de gagner une partie que par sa force Voilà, de burst. si vous voulez un exemple, On par avait exemple, ça avec Boucanier. si on a Boucanier était peut-être une carte qui valait 60 ou 65, et Fossoyeur était peut-être une carte qui valait 80 sur 90. Voilà. Boucanier, tout simplement parce que Boucanier, c'était une carte qui, quand t'avais tout qui se mettait bien, et c'était assez simple, et c'était assez simple dans le deck de tout se mettre bien, c'était Boucanier en pour statistique. 1. Voilà, Boucanier en statistique, on lui aurait mis 8 par exemple. Oui, parce que pour 1. En synergie, on lui aurait non. mis 8 aussi. En effet, en guerrier pirate, on lui aurait mis 8,5 ou 9. Donc voilà, En déjà, statistique, c'était un truc en insane, statistique pour un Boucanier. tour 1, en statistique pour un tour 1, en réalité, quand tout se passe bien, on aurait pu lui mettre à la limite 10, parce que je rappelle que Oui, mais quand Boucanier, tout se passe bien, mais parce qu'il y a une condition, on lui met 8. voilà, quand vous avez arme plus patches dans le deck, pour 1 c'est une 4-3. Voilà, mais voilà, si donc, vous voulez qu'on s'amuse à le faire avec le Fossoyeur ou le Boucanier, bah déjà sur le contexte général, les cartes ont entre 8 et 10 à tous. Au niveau du metagame, comme c'est des cartes qui en ont rien à faire du metagame, elles ont sûrement entre 7 et les cartes 10 qui le à dictent. tous. Voilà. Et targeting, comme c'est des cartes qui étaient fortes contre tous les decks, elles sont entre 8 et 10 à tous. Voilà. En fait, une carte comme ça ne s'analyse pas, ça se subit. Voilà. Et le truc, c'est que pourquoi une carte, on peut trouver qu'elle est bien, malgré le fait qu'au final, sa note soit en dessous de la moyenne, c'est tout simplement parce qu'il faut, dans l'analyse, à un moment, a posteriori de ce boulot qu'on vient de faire, il faut pondérer par le fait que dans votre deck, vous devez avoir des T1. Dans certains plans, il vous faut avoir des T1, et forcément un T1, quand vous le piochez en fin de partie, c'est pas bien. Vous vous en rendez compte. C'est pour ça que la plupart des T1, vous les piochez en fin de partie, vous êtes dégoûté. C'est parce que c'est pas des très très bonnes cartes. Et c'est ça que ça veut dire. Peut-être que le Mako, quand vous le piochez tour 1, en réalité il vaut 60 sur 90. Mais piochez-le tour 7, il vaut 10 sur 90. Voilà. Du coup, tout ça, c'est un rapport qui se fait. Donc les T1, c'est très compliqué pour un T1 d'avoir des très très bonnes stats dans cette manière d'analyse. À part si il te regarde et il te fait, écoute, tu vas décéder en fait. Voilà, Il y a des cartes, voilà, c'est par exemple, le Trog. Le Trog des Tunnels, peut-être le meilleur T1 à ce jour et qui est peut-être le meilleur T1 que Hearthstone n'a jamais eu. Non, je pense que Fossoyeur Prener fait encore devant. Oui, Fossoyeur Prener doit être au-dessus. Mais c'est parce que Fossoyeur Prener qui gagnait aussi des PV en fait. Voilà, c'est une 1-3 qui peut monter. C'est une 1-3 des fois qui va faire des trades avec des T6 ou des T7. Après avoir mis 16. Voilà, donc. Ok, c'est voilà. Vous voyez la différence. Et avec si vous reprenez. Vous l'avez vu, essayez de le reprendre le système et mettez Trog des tunnels, vous allez voir vite fait, ne serait-ce qu'avec votre idée, vous allez voir vite fait la différence de stats. Voilà. Et voilà. Et ensuite, il faut bien se dire que la moyenne, c'est-à-dire 45, c'est des cartes qu'on va jouer déjà. Hein.
Et après, on est désolé, mais voilà, par exemple, le Mako en chasseur, peut-être tu le joues parce que c'est un espèce de babbling book du chasseur. Mais s'il n'y a pas la quête de la carte, tu sais pas si tu la joues, hein. Mais en fait, c'est une Donc voilà, carte. il y a plein de choses à dire sur cette méthode d'analyse. Peut-être qu'il y a des meilleures méthodes d'analyse d'ailleurs qui existent. Oui, Nous, c'est comme ça qu'on fait en tout cas, et c'est comme ça qu'on arrive à nous juger les cartes. Alors oui, après, d'ailleurs, je pense que si on passait toutes les cartes à la matrice comme ça, il y aurait certaines de nos analyses qui changeraient parce qu'on se rendrait compte de choses et on n'analyse pas une carte en 20 secondes. Là, voilà, on a analysé une carte en 18 ou 19 minutes. Ce qui est totalement différent. On n'a pas le temps de faire ça pour toutes les cartes d'Ungoro. On peut le faire d'ailleurs. Je pense que sous les commentaires de cette vidéo, si vous avez une carte particulièrement que vous voulez qu'on analyse de cette façon, si vous nous en mettez 10-12 à tous les commentaires, on peut faire une vidéo spéciale où on analyse ces 10 cartes. Voilà. Si la méthode vous plaît, peut-être je le ferai sur des cartes que j'aurais choisies et vous refaire des méthodes comme ça. Bon, Volvi, un sort s'il te plaît. un sort. Ok. Tu n'as pas le droit de dire Dino Size. Tu me connais tellement bien. Ah bah tiens, un sort funky parce qu'on a eu dans nos têtes le sort il a fait oh, puis il a fait oh, puis il a fait oh. Pour l'exemple, si tu veux, on peut même faire une quête. Je sais pas si c'est très intéressant. Parce que là, non, du coup, on va vraiment montrer à quel point ça peut être pété. Non, les quêtes c'est compliqué. Tu veux quoi? Tu veux un sort plus complexe ou un sort assez straightforward? Comme tu veux. Honnêtement, la créature était déjà assez complexe parce que tu m'avais mis un cri de guerre, un esprit random et tout. Donc si je peux avoir un sort qui va assez vite et éviter de faire une vidéo de 2h30, ça m'arrange. Allez, on va dire. On va aller de toute façon un peu plus vite parce qu'on a expliqué beaucoup plus la méthode en détail Voilà. sur la créature. Parce que j'aime bien la bite, on va parler de Grievous Bite. Ok, tu peux me le rappeler s'il te plaît. Voilà, carte chasseur. Pour 2, inflige 2 dégâts à un minion et 1 dégât au minion adjacent. Ça va, c'est simple ça. Oui, et en plus c'est une bonne carte. Donc 2 mana, inflige. Ah ouais, mais le truc mignon adjacent, comment je le juge ça? Waouh, d'accord. On va voir si c'est un simple. Je sais pas, tu m'as peut-être mis dans un beau bordel. C'est peut-être un faux simple. Ouais, c'est peut-être un faux simple, c'est peut-être un piège. Après, sur l'extension, il y a très peu de... Donc, l'effet de la carte. Inflige 2 dégâts à une cible, 1 aux adjacents. On est sur du removal. On est sur un effet ok. L'effet est pas mauvais. Je tombe pas de ma chaise, mais l'effet ne me choque pas. Donc je pense que c'est un effet qui vaut 5 ou 6, la moyenne. Oui. Voilà, on va mettre 5,5. Synergie. Dégâts des sorts. Dégâts des sorts. Est-ce qu'il y a quelque autre synergie que ce soit? Est-ce que c'est forcément un adversaire? Non, c'est un mignon et c'est au truc adjacent. Donc tu pourrais les faire mettons sur que t'es ton board. 2 acolytes sur le board, tu peux faire un truc complètement con. Oui, voilà, pas sûr que ce soit le... Non, mais on cherche des synergies. Donc en termes de synergie, il n'a pas énormément de synergie à part le dégât des sorts, donc on va être sur quelque chose de base, je pense qu'on lui met 5. Je suis d'accord. Et si tu le mets sur ton Vorax, tu tues ton Vorax. Ah oui, tiens. Non, tu mets que 3. Bah oui, mais il a 3 PV le Vorax. Ah oui, pardon, je pensais que c'était une 3-4. Value théorique, voilà, c'est là que c'est intéressant. Alors 2 dégâts à une cible, 1 aux adjacents. Bon, l'effet pas ouf, mais pour 2. Pour 2, c'est cool. Je pense qu'il gagne de la valeur. Je pense que sa valeur théorique est meilleure que son effet, parce qu'il coûte 2, c'est pas très cher pour un effet pareil. Voilà, le truc c'est qu'il faut mettre en perspective les autres. En général, pour 2, c'est 3 dégâts à une cible. Tu peux aller à 4. Alors, tu peux... là, ici, tu peux aller à 4. Tu peux rester juste à 2. Alors, en fait, il y a un truc à se dire, c'est que tu ne feras quasiment jamais 2, sauf si ça tue la créature en face. Donc le moment où ça fait 2, normalement, est pas très punitif. Mais le moment où ça fait 4, par contre, est très fort. Ce qui fait monter sa value théorique. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire. Ça me semble simple, mais oui, effectivement. C'est plus simple de faire 4 que de faire juste 2. Parce que... Et le truc, c'est que quand tu feras 2, c'est parce que de toute façon, tu seras obligé de tuer une créature. Ouais, parce que tu voudras faire 2. Donc je pense qu'en value théorique, on peut monter à 7. 7,5 même. Oui. Ouais, allez, on va mettre 7.
Et du coup, on a une carte qui, en contexte général, vaut 17,5. Qui est mieux du coup que le Mako. Oui. Félicitations, madame. Bah, de toute façon, c'est pour le coup. Bah, en plus, je t'ai donné 2 cartes chasseurs, je viens de remarquer, j'avais pas fait attention. Mais ça se voit, c'est que si tu joues 2 Mapco et une autre créature, bah, Grievous Bite, ça le gère tout seul. Voilà. Il passe mal tes trucs. Donc maintenant, effectivement. Metagame contre aggro, c'est fort. Contre aggro, moi je lui mets 8. 8 contre aggro, c'est fait. 8,5. Ouais, 8,5. C'est fait pour. C'est fait pour être un contre aggro. Voilà. Sachant que 8,5 contre aggro, Maelstrom aurait 9 ou 9,5. Et je pense que c'est une des meilleures contre aggro. Oui, et ça gagne en puissance avec ce nouveau metagame qui arrive, dans le metagame dans lequel elle s'inscrit, parce que on aurait mis moins si c'était dans un metagame où il y a encore Shaman avec une 3-4 pour 2 et un 3 pour 1. Oui, parce qu'effectivement, si tu joues contre Shaman et que ces cartes elles existent, le mec en face il te fait T1, une 1-3, T2, une 3-4, bah là tu le regardes, tu fais ah bah je vais te les mettre les deux à 2 PV. Oui, youpi si toi-même t'as pas fait un tour 1 pour en mettre un à 2 ou un truc comme ça ne sert à rien. Par contre, tu fais Alicat tour 1, et bah tu mets le Trog à 1 et tu tapes dans le truc et ça fait une 3-2. Non, ça sert à rien non plus, pardon, c'est nul. On vous montre la puissance du Shaman. Alors, contre midrange, par contre, 2 dégâts ça va pas tuer grand chose, 1 dégât ça va pas tuer grand chose non plus. Contre midrange, je vois cette carte un peu faible. Donc, oui, je pense que c'est la même chose que pour midrange et contrôle. Pour midrange et contrôle, elle perd énormément de sa valeur. Je pense contre midrange, tu peux éventuellement, parce qu'il va y avoir plus de créatures, donc plus d'occasions de la jouer. Donc je pense contre midrange c'est un 4, et contre contrôle par contre c'est 1,5, 2. Ouais, c'est à peu près ça, oui. Allez, on va lui mettre 1,5 contre contrôle, parce que contre contrôle c'est vraiment très très mauvais. C'est très très mauvais contre contrôle. On va lui mettre 1,5 pour le peu de fois où tu vas tuer les petites créatures de value des decks contrôle. Voilà, et le truc c'est que c'est très faible contre contrôle parce que ça fait partie de ces cartes là qui ne peuvent pas partir tête. Ça aurait pris beaucoup plus de valeur si tu pouvais mettre 2 dégâts dans la tête. Si ça pouvait aller tête, je pense que tu lui mets 1 point de plus contre midrange et 1 point et demi de plus contre contrôle. Oui, littéralement. 5 et 3. 8,5 x 0,4. 8 x 4, 32, donc ça aurait fait 3,2. 0,5 x 4, ça fait 0,2. Donc ça fait 3,4. Si je dis pas de bêtises, c'est 3,4. 4 x 4, 16, donc ça va faire 1,6. Apprenez à compter les décimales avec Den. Et 1,5, et ben ça fera 0,3. Et donc, on a une note de 5,3 sur 10. La note aggro a bien carry. On va pas se mentir. Mais vous voyez, encore une fois, les pourcentages font. Vous échangez le pourcentage aggro et le pourcentage value, la note tombe à 3 de moyenne. Oui, si le méta, il n'y a plus de deck aggro, cette carte elle devient quasiment useless. Voilà. C'est la preuve que le système, dans un sens, il marche. Hein. Voilà. Alors encore une fois, Volvi, c'est dommage, tu m'as donné le même exemple dans les deux cas. C'est une carte qui, dès qu'on la met dans un metagame, perd en valeur. Oui. Touk. Alors, on va encore partir. Comme c'est un chasseur, on va encore faire chasseur-quête. Désolé. Donc on va prendre les mêmes cibles. Contre druide. Et contre druide, cette carte, elle est pas bien. Elle est forte contre druide, elle est forte contre druide bête, mais contre druide jade. Ah si, contre druide jade, à la limite, tu tues les 2 premières jades. Tu tues les 2 premières jades ensemble. Bon, ça vaut 4,5, 5. Ouais, mais le problème en fait, c'est que la première jade, souvent, elle va te tuer quelque chose à toi et donc elle sera plus là. Ouais, ça dépend. Si l'adversaire commence bien et qu'il fait T1 jade, T2 jade, je pense que toi t'as pas fait de T1. Si on est sévère, on lui met 3, et si on est un peu optimiste, on lui met 5. Je pense qu'on est plus sur du 4,5. Allez, 4,5. Contre une cible similaire, donc voleur, match tempo. Voleur, ça gère éventuellement Patchies et le pirate qu'il a invoqué. Mais il est très fort contre les pirates. Ouais, mais il a payé 1 et toi t'as payé 2, donc ça c'est très mauvais. Sachant qu'en plus tu vas être l'agresseur contre voleur. C'est très mauvais, oui et non. C'est très mauvais parce que Patchies il faut le révéler. Patchies c'est totalement OP. Oui, voilà. Patchies c'est une folie.
Donc une carte qui contre Patches, En fait, si tu perds un mana, si mais Patches était payant, tu aurais payé 2, il aurait eu 2. Donc au final, c'est quasi... En fait, tu détruis la même valeur. Le problème, c'est que sa valeur n'a pas coûté son vrai prix. Elle était en solde, la sienne, pas la tienne. oui, mais voilà, c'est ça légendaire. Son deck il est basé là-dessus. Il va pas te le refaire plusieurs fois. Donc Voilà. de toute façon, t'es contre un deck où il faut pas que tu meurs. Il y a Donc un truc, pouvoir. mais je sais même pas si c'est un vrai argument. C'est que comme ça peut taper des adjacents, si tu mets un double spell power, tu tues chaque coup. Oui, ça peut. Alors faut aller le chercher, hein, le double spell power. Surtout avec Drake qui s'en va, t'as que Talnos, je vois. Mais tu peux éventuellement toucher chaque coup en camouflage. Et le voleur a beaucoup de camouflage. Après, avec un seul spell power, si le voleur actuel reste, il y a une panthère de la jungle dans le deck où peut-être les 2-2 boucliers divins s'en vont, mais s'il met la 2-2 poison à sa place, donc il remplace en fait bouclier divin par toxicité, tu peux éventuellement avec un seul dégât des sorts aller chercher ces cartes là. Et comme c'est les tours 3 en plus, Talnos et cette carte rentrent parfaitement au cœur sur ton tour 4. Donc contre voleur, en allant chercher loin, on trouve. Peut-être que t'as un voleur aussi qui va peut-être jouer voleur ultra poison avec la 1 pour 2 voleur Poisonous pirate, Stealth des choses comme ça. Voilà. et la 2-2 pour 3 Poisonous Stealth. Contre mage, je vois ça fort, juste parce que t'as besoin de quelque chose pour tuer ces tours 2. Sa 3-2 qui réduit les sorts de 1, tu peux pas la laisser. Sa 3-2 qui donne plus en dégâts des sorts, t'as pas nécessairement envie de la laisser non plus. Pour peu qu'il y ait Talnos qui soit avec, t'enlèves Talnos avec. Donc contre mage, tempo. Pour peu qu'il va Blink Book, t'es content aussi. Voilà. Contre mage, tempo, je pense que de tes 3 cibles, c'est le meilleur. Je pense. Oui. Donc je pense que contre si on a mis 4,5 au druide, on va dire contre voleur c'est 5. Et du coup contre mage tempo c'est 5,5, 6. Allez 6. Après tout dépend parce que si on parle de voleur aggro, moi je donne énormément de valeur parce que le truc c'est que contre les decks aggro, t'as besoin d'avoir plus tes solutions sont tôt, plus tes cleans sont tôt, plus ils sont forts. Ça par exemple contre parlons contre un guerrier pirate. Oui mais là c'est pas ultra. Mais tu vois, un rogue pirate, oui. si ton adversaire il fait tu joues pas ça dans un chasseur quête, tu joues dans autre chose. Non, tu joues pas dans un chasseur quête. Mais par exemple, si ton adversaire c'est un pirate, il va te faire T1, la 1-1 qui récupère qui pioche un truc, qui va ramener Patches, oui. Et pièce une 2-1. Bah t'arrives T2, tu tues les 3 créatures avec Grievous Bite, ça te met tellement bien dans la partie, c'est con à dire, mais t'es pas loin d'avoir gagné parce que tu as vidé 3 créatures, tu lui as vidé sa pièce, tu t'es protégé, ça gagne énormément de value contre les decks comme ça avec plein de petites créatures ça arrive tôt. Pour les bienfaits de l'analyse, on va laisser les mêmes match-up, ça va rallonger la vidéo pour rien au final. Et contre une cible différente, si c'est une cible contrôle, guerrier contrôle ou quelque chose comme ça, la carte vaut encore une fois 1,5 malheureusement parce que c'est très très mauvais. Voilà, c'est très très mauvais contre contrôle. Non mais c'était juste pour alors attends, contre un contrôle c'est très très mauvais, contre un over aggro c'est très bon, donc est-ce qu'on fait la moyenne de 8,5 et 1,5 ? Je pense que c'est à peu près ça, oui. Et du coup c'est 5. Et du coup, on est dans une. Et du coup, vous voyez, si tu analyses cette carte, c'est une carte, on te dit ne la joue pas dans Chasseur Quête. Pourquoi ? Parce que le deck que Chasseur Quête cherche le plus à battre, c'est là où c'est la moins bonne. Donc voilà, juste avec cette analyse-là, c'est juste cette ligne-là, le jeu nous dit non, joue pas cette carte dans Chasseur Quête. Oui, c'est intéressant. Et du coup, ça lui fait la note de 14 sur 30. Qui est sa pire note, hein. Oui. Malheureusement, parce qu'actuellement, Chasseur a des match-up dégueulasses. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas fait la... oui, c'est normal. Donc, on va maintenant noter le sort, qui aura donc 17,5, plus 15,9, plus 14, qui est égal à 31,5 et 16, 47,5, donc 47,4. Bim, sur 90. Et voilà pourquoi on a dit que Grievous Bite, c'était une carte correcte. Merde, avec la cam on ne voit pas, excusez-moi. Voilà. C'était une carte correcte, et qu'elle est mieux que Macao, du coup. Pas de beaucoup. Alors là, on est aussi biaisé, parce que la partie targeting, on sait pas, comme on sait pas dans quel deck elle va jouer, on est biaisé au niveau des match-ups. Mais je pense que la note de targeting montera un peu et que cette carte mérite un peu plus que 50.
Ouais, mais c'est Mais voilà, exactement pour ça pour qu'on vous montrer dit, le. on essaie toujours de faire de la pédagogie. On vous dit, on va voir quand on fait des analyses de cartes, tout simplement parce que cette carte, elle sera beaucoup plus facile, et les deux cartes sont beaucoup plus faciles à juger quand on aura un metagame plus installé, c'est-à-dire quelques semaines après l'extension, tout simplement parce que on voit que le plus grand delta sur des cartes de ce style-là, c'est contre quoi on va jouer. Voilà. Parce que voilà, si le metagame c'est 90% d'aggro, Grievous Bite ça devient très très fort. Si le metagame c'est 80% d'aggro, Grievous Bite devient une des top 5 cartes du chasseur. Voilà. Voilà comment on analyse nos cartes dans les reviews. Merci à tous ceux que ça a intéressé, parce que c'est quelque chose qui est assez dur à digérer quand même. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, surtout vous n'hésitez pas à parler en commentaire, à nous poser des questions. Même chose s'il y a des cartes que vous voulez qu'on passe au microscope avec cette méthode. On peut le faire de façon privée s'il y en a une ou deux. Si plusieurs personnes se manifestent ou que vous voulez qu'on le fasse pour une dizaine de cartes, on peut faire une vidéo d'analyse poussée de ces cartes-là sur demande. C'est absolument pas un problème. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà, et surtout, n'hésitez pas, parce que nous, on a l'impression que c'est logique, parce qu'on le fait depuis longtemps, et qu'avec Den, Voilà. on a la En chance fait, de marcher à peu près de la même manière. voilà, Volvi le fait dans les jeux de cartes depuis, bon, pas 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, t'étais pas capable de faire un truc comme ça, mais depuis facilement 5 ou 6 ans, depuis ta période pro sur Oui, WoTCG. Et moi, je fais ça dans mon métier consultant en stratégie depuis maintenant facilement 4 ou 5 ans à la fac. Donc voilà, pour nous, voilà, c'est une méthode qui est adaptée. Et voilà, on n'a plus besoin de faire tous ces tableaux, etc. pour juger une carte. Bon, le résultat n'est pas aussi précis, mais on tombe entre à plus ou moins 5 points sur 90 de ce qu'on pense qu'on va tomber avec le tableau, quoi. voilà. Donc, pour nous, ça nous paraît peut-être simple, mais peut-être que on a essayé d'être le plus pédagogue possible, mais peut-être que ça passe pas. N'hésitez pas à nous le dire. Oui, totalement. Et voilà, du coup, on fait d'énormes bisous. Si cette vidéo est retransmise sur Judgeip, parce que je vais demander, un gros bisou aussi à la communauté de Judgeip qui a suivi toutes nos reviews et qui n'est pas sur ma chaîne. Je ne vous en veux pas, du tout. Je vous aime quand même et je m'amuse beaucoup à vous publier du contenu régulièrement. Et voilà, on vous dit merci, on vous dit bisous. Et normalement, vous aurez vu toutes les reviews, mais pas encore peut-être les vidéos spéciales. Donc voilà, il y a d'autres vidéos qui vont continuer à arriver. D'analyse poussée de cartes. Voilà, on a envie de faire l'analyse poussée des quêtes. On a envie de faire l'analyse poussée des cartes qui pour nous ont l'air complètement OP. Et donc on veut vérifier si elles le sont vraiment et voir si elles méritent qu'on fasse des decks autour. Donc voilà, on a encore quelques idées en tête. Et si vous aimez ce type de contenu un peu tryhard, il faut le dire, eh ben restez dans le coin tout simplement. Voilà. Et en plus, vous aurez des bisous. Et Volvi fournit l'occasionnel saucisson. Bien entendu, mon saucisson est toujours prêt. Et je pense Voilà. qu'on pourra terminer là-dessus. Des bisous à tous et à la prochaine. Bisous!